semi-commune Sedemi. Donc, en tenant à remercier ce SEMI. Donc, vous savez, il est devenu notre chef service de climat à ce titre dans la félicité. Et et à ce titre, on lui demande que notre coopération avec le service de climat de Gabès sera meilleure. Peut-être pas veiller à moyen terme que le service de climat de Gabès, peut-être que ce sera peut-être une antenne ou bien un début d'un service hospitalier universitaire, pourquoi pas. Je tiens à remercier ici, c'est-à-dire si Dr. Stem, c'est un neurologue, c'est un confrère, qui est tête de la firme Sadir, qui s'est aventuré à avoir la première antenne à Gabès, une société d'assistance respiratoire installée à Gabès. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc, merci beaucoup pour les félicitations. Et je commence avec l'oxygénothérapie pour mon cours. En fait, donc le but de cette présentation est essentiellement de discuter avec vous l'intérêt de l'oxygénothérapie au long cours, évidemment les indications, les éventuels moyens et les modalités de réalisation, et de discuter essentiellement les éventuelles difficultés que vous rencontrez pour pouvoir mener convenablement cette oxygénothérapie à domicile et pour essayer de résoudre les éventuels problèmes rencontrés avec la CNAM. Donc, je commence pour dire que je vais donc, essentiellement parler de l'application, des différentes sources d'oxygène, les modalités de réalisation de cette oxygénothérapie sont suivies et les résultats escomptés. Lorsqu'on parle d'indication d'oxygénothérapie, il y a plusieurs indications qui peuvent varier selon les pays et les système de remboursement, mais on peut retenir les indications consensuelles suivantes pour insister essentiellement sur l'insuffisance respiratoire secondaire à la BPCO qui représente l'écrasante majorité des insuffisances respiratoires actuellement observées dans notre pays. Évidemment, les insuffisances respiratoires secondaires de tuberculose sont de moins en moins observées. Et du coup, les indications consensuelles actuelles et reconnues par la CNAM sont la pression artérielle en oxygène inférieure à 55 mm de mercure en état stable. Ça veut dire que là, il est très important de réaliser à distance d'une exacerbation, d'une décompensation. À distance, ça veut dire quelques semaines, classiquement 1 à 3 mois, un prélèvement de gaz du sang à l'air libre. Ça veut dire, après pratiquement 20 à 30 minutes de respiration de cet air libre. Et puis, on reconfirme la baisse de la PaO2 en réalisant un deuxième prélèvement. Donc, nous avons cette diminution franche de la PaO2 à moins de 55 mm de mercure. Les malades ayant une PaO2 confirmée dans les mêmes conditions entre 55 et 60 mm de mercure, l'indication est beaucoup plus discutée parce que pour prouver la nécessité de cette oxygénothérapie, il faut qu'il y ait au moins l'une des conditions suivantes associées à cette PaO2 entre 55 et 60, à savoir une polyglobulie, c'est-à-dire un taux d'hématocrite supérieur à 55%, une HTAP, une PAP moyenne supérieure à 20-25 mm de mercure, avec éventuel signe électrique ou clinique d'insuffisance ventriculaire droite, et l'existence d'épisodes de désaturation nocturne avec une saturation en oxygène inférieure ou égale à 88%. Ces signes-là reflètent en fait l'existence de signes de retentissement de la baisse de la PaO2 au niveau des organes.
oxygènes sont multiples. Il s'agit de l'oxygène gazeux. Cet oxygène gazeux est délivré donc en utilisant des bouteilles ou des obus d'oxygène de taille variable, donc de contenance variable. Classiquement, donc, pour le distinguer de l'oxygène industriel, donc les bouteilles sont peintes en blanc et la pression utilisée est de 200 bars. Donc à l'intérieur de cette bouteille, l'oxygène est comprimé à 200 bars. Et du coup, donc, les bouteilles sont de contenance variable. Nous avons des bouteilles de 0,4 mm3, ou bien de 1 mm3 ou de 3 mm3. Évidemment, donc là, la durée de l'utilisation d'une bouteille donnée dépend de sa contenance et du débit utilisé pour le patient. Lorsqu'on dit débit, ça veut dire que là, nous visons une saturation en oxygène, disons entre 90 et 92% transcutané. C'est ainsi qu'on détermine le débit nécessaire pour un malade donné. Donc, cette saturation est très importante parce qu'elle détermine que les organes ne souffrent pas d'un manque d'oxygène, ce qui est très important pour prévenir les conséquences au long cours d'une désaturation prolongée. Et donc, classiquement, le débit pour un malade ayant une BBCO est inférieur à 3 litres par minute. Ces bouteilles sont munies de manodétendeurs pour finalement pouvoir libérer l'oxygène à une pression basse de 3 bars et la pression donc, associée à ce manomètre, il y a un débit qui permet la détermination du débit d'oxygène délivré au patient. Juste quelques précautions concernant le maniement de la bouteille et du manodétendeur. Il est très important d'éviter de fumer à côté, c'est évident, mais il faut éviter de graisser ou même de se rapprocher en ayant les mains salies de graisse de ces bouteilles-là et de ce manodétendeur pour éviter les explosions. Bon, j'y vais rapidement pour dire que le deuxième moyen, c'est le concentrateur ou l'extracteur d'oxygène. En fait, cet extracteur d'oxygène est de plus en plus utilisé parce qu'il est plus facilement maniable dans le sens que les bouteilles doivent être remplies. Et donc, il faut utiliser des bouteilles remplies. Et donc, il faut assurer la livraison des bouteilles, ce qui coûte de l'argent et ce qui est finalement assez difficile. Vous vous souvenez de l'ancienne période, il y a presque, je dirais, l'oxygénothérapie à domicile en Tunisie a débuté aux alentours de 93-94, donc il y a presque une vingtaine d'années, et l'oxygène était délivré pratiquement exclusivement sous forme d'obus d'oxygène. Les malades nécessitaient le recours à une tierce personne pour transporter ces bouteilles lourdes et qui pratiquement, si on calcule le coût du transport qui n'est pas couvert par la CNAM, le coût avoisinerait les 30 à 40 dinars par mois. Le concentrateur d'oxygène a l'avantage d'être délivré une seule fois au domicile du patient. Il nécessite le branchement sur le courant électrique et de là, ce concentrateur d'oxygène va finalement concentrer l'oxygène dans l'air qui en sort pour assurer la livraison au patient d'un air inspiré à forte concentration d'oxygène. Donc il y a l'utilisation du courant électrique. La consommation avoisinerait les 300 watts pour ces appareils-là.
Ces appareils pèsent environ, je dirais, entre 14 à 30 kilos, grosso modo, indépendamment de la marque et de l'appareil. Et du coup, donc, le malade n'a pas besoin de se réapprovisionner en bouteilles remplies. L'inconvénient, c'est que, malheureusement chez nous, la facture de la SDEC n'est pas remboursée par la CNAM, ce qui quand même constitue presque 30 dinars de consommation mensuelle. Environ 30 dinars par mois. C'est ça, c'est 30 dinars, parce qu'en fait c'est 300 watts, mais tu pas 300 watts. Alors en fait il y a un système, ça ce qui se passe en France, c'est que l'électricité est remboursée aux patients au prorata des heures utilisées, puisqu'en fait c'est un système il y a un système de prestation de machine. Le prestataire il relève le compteur horaire de la machine et il rend compte au médecin en lui disant il a utilisé tant d'heures, ce qui fait une moyenne de 15 heures ou 18 heures, ça dépend en fait pour savoir si on est conforme à la prescription médicale ou pas. Et bien, on va compter toute cette consommation en heures en multipliant par 300 watts et en multipliant ensuite par le coefficient du prix de l'électricité. Et le prestataire qui rembourse le patient aux heures utilisées, c'est-à-dire à la consommation réelle d'électricité, non pas tellement sur un forfait, parce que vous savez aussi bien que moi que les patients qui ont 15 heures de prescription par jour en font souvent 10 ou 12. Donc voilà, Maintenant, c'est toujours bénéfique de m'interrompre parce que là, ce n'est pas une conférence classique, mais c'est un échange d'avis. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour enrichir la discussion. Donc, de toute façon, cet extracteur-là offre l'avantage de la facilité de son maniement, de son déplacement, parce qu'il est muni de roulettes et donc il est beaucoup plus pratique que les bouteilles. De toute façon, là, le bruit commence à être maîtrisé, mais auparavant, c'était assez gênant pour le patient. Et donc, j'essaie de passer rapidement pour dire que finalement, l'installation ne pose pratiquement pas de problème chez nous. Et disons qu'au début, lorsqu'on commence à utiliser la séance d'oxygène, il est important de laisser l'appareil en marche pendant une dizaine de minutes, le temps d'avoir une concentration adéquate d'oxygène dans l'air délivré par la machine. Sinon, ces appareils-là délivrent classiquement on peut dire que les appareils utilisés chez nous délivrent presque 4 à 5 litres par minute. Il y a des appareils beaucoup plus coûteux qui délivrent jusqu'à 10 litres par minute. Mais ce qui est délivré pour le patient, ce sont les appareils donc fournissant 4 à 5 litres par minute. Donc il y a certaines indications telles que, par exemple, les malades ayant une fibrose pulmonaire à un stade avancé, où il faut utiliser de forts débits arrivant à même plus que 10 litres d'oxygène. Chez ces malades-là, les concentrateurs ne sont pas tellement adéquats. Le troisième moyen, c'est l'oxygène liquide, qui n'est pas disponible chez nous en Tunisie, et qui est très utile pour les malades nécessitant de forts débits d'oxygène et pour la déambulation. Donc, je ne vais pas le détailler beaucoup parce que finalement, nous, pneumologues, œuvrons pour que cet oxygène liquide soit disponible chez nous. Très utile pour la déambulation, très utile essentiellement pour les malades qui déambulent plus qu'1 heure par jour, et pour les malades nécessitant de forts débits, ce qui leur permet d'obtenir ce fort débit, et deuxièmement, donc, de l'utiliser pendant une longue période sans finalement nécessiter un recours fréquent aux fournisseurs. Donc, les modalités. Pour les modalités, c'est évident que
la mise sous oxygène nécessite, est considérée comme un moyen, c'est un moyen thérapeutique. On peut le considérer comme étant un médicament. Pour dire qu'il faut toujours suivre la démarche classique de prescription d'un médicament, à savoir la réalisation d'un interrogatoire et d'un examen clinique minutieux et des examens complémentaires. Certes, vous voyez là une liste d'examens à réaliser systématiquement, à savoir, en plus de l'examen clinique, la radiographie du thorax, éventuellement un scanner s'il le faut, une exploration fonctionnelle respiratoire, un ECG, et souvent une échographie cardiaque pour apprécier le degré d'hypertension artérielle pour pouvoir suivre le patient, et évidemment le gaz du sang qui représente l'élément majeur pour indiquer l'oxygénothérapie et pour pouvoir assurer la prise en charge par la CNAM parce que c'est un traitement coûteux. Le test de marche de 6 minutes est de plus en plus utilisé par les pneumologues pour apprécier la tolérance de l'effort de nos patients. Comme beaucoup de ces patients présentent une désaturation à l'effort, l'indication de la surveillance de l'oxygénothérapie, de la saturation nocturne, voire même d'un enregistrement type polygraphique ou sonographique, donc nous avons de plus en plus la main facile pour prescrire ces examens au compromis. Les modalités, donc, c'est une durée minimale de 15 heures par jour. Les études ont bien montré qu'au-dessous de cette durée, l'oxygénothérapie n'apporte pas ou non pour un bénéfice pour le patient. Certains auteurs recommandent même plus que 15 heures, à savoir même 18 heures. De toute façon, le malade doit durant tout son sommeil utiliser l'oxygène et au cours de la journée, il faut éviter les fenêtres dépassant les 3 heures parce que ces durées de plus de 3 heures favorisent l'apparition de l'hypertension artérielle pulmonaire au long cours. C'est évident que là, c'est en fonction de la saturation 90-92 qu'on détermine le débit. Ce débit, classiquement, est majoré de 1 litre chez les malades utilisant de l'oxygène lors des efforts et donc ce pour répondre à la consommation majorée de l'oxygène lors de l'effort. Donc, le matériel utilisé, donc nous avons les lunettes à oxygène qui assurent habituellement une fraction inhalée d'environ inférieure ou égale à 40%. La sonde nasopharyngée, nettement moins utilisée, parce qu'elle est désagréable pour le patient. La fraction inhalée est aux alentours inspirée, et pratiquement aux alentours de 40 ou moins. Mais lorsqu'on veut utiliser une concentration plus importante de cette terre inspirée, nous recourons soit au masque moyenne concentration, qui assure jusqu'à 50%, mais surtout les masques haute concentration, de plus en plus utilisés chez les malades nécessitant, du fait d'une hypoxémie profonde, une forte utilisation de l'oxygène. Et donc, chez ces malades-là, vous voyez que nous avons un petit réservoir qui finalement permet d'assurer, et des valves qui permettent d'obtenir une fraction inspirée en oxygène dépassant les 70%. Cet oxygène, s'il est utilisé à un débit respiratoire de la minute ou s'il est utilisé pendant une durée assez longue, l'humidificateur est nécessaire. Il y a deux types, humidificateur plus donc à froid ou permettant de réchauffer l'air. Mais je veux bien insister sur le fait que nous n'accordons pas suffisamment d'attention à cet humidificateur puisque c'est une source de transmission de germes et d'infections nosocomiales. L'humidificateur doit être toujours utilisé chez le patient. Chez un patient donné, nous devons utiliser tous les jours, nous devons changer tous les jours l'humidificateur. L'eau.
L'eau. Deuxièmement, il ne faut jamais rajouter de l'eau. Il faut utiliser de l'eau stérile et il faut donc de l'eau distillée et il ne faut pas rajouter pour ne pas permettre aux germes de se multiplier. Lorsqu'on dit germes, c'est germes à type pucernique, acénitobactère, Klebsiella, donc des germes pouvant entraîner des infections nosocomiales sévères nécessitant une longue période d'antibiothérapie avec le risque vital que ça peut entraîner pour le circuit. Mais juste une précision, de l'eau de bouteille ou de l'eau stérile? C'est de l'eau qu'il faut utiliser, de l'eau stérile. Il ne faut pas utiliser de l'eau de robinet ou de l'eau de bouteille. Parce que... non. De l'eau minérale ou de l'eau il faut utiliser de l'eau stérile parce que ça risque de transmettre. Il y a une réglementation en France pour préciser la qualité de l'eau. L'usage des gens qui ne sont pas là. Mais ils rattrapent en javelisant régulièrement pour les 3 jours, 3 par semaine. Ils mettent des pastilles de stérilisation dans le barbuteur. Ils enlèvent le calcaire et ils mettent de l'eau minérale. S'ils prennent un peu stérile, leur revient très cher. Voilà, c'est tout ça. Donc ils choisissent de faire comme ça. Alors c'est pas l'idéal. L'idéal c'est ce que tu dis effectivement. Chaleur et humidité, c'est une longue moisissure, forcément. Donc, il y a aussi là, en France, il y a une réglementation pour prévenir les infections c'est-à-dire que pour nous, on peut utiliser de l'eau mouillée. On peut l'utiliser, ça revient à moins de... Mais il ne faut jamais utiliser de l'eau de robinet ou de l'eau... il y a plusieurs... Bon, là, c'est un exposé qui est... Mais il y a plusieurs articles dans la littérature qui rapportent des infections sévères suite à l'utilisation de donc, cette approche-là nécessite obligatoirement l'éducation du patient. Et du coup, donc, il faut apprendre au patient la manipulation du matériel, la vérification du débit, le respect du nombre d'heures et du débit planifié. Les signes d'hypercapnie doivent être connus par le patient, essentiellement les signes neurologiques. Parce que certains malades augmentent le débit d'oxygène en pensant qu'ils peuvent s'améliorer, alors que les malades hypercapniques risquent d'aggraver leur hypercapnie et de présenter une encéphalopathie respiratoire pouvant les mener en réanimation. Et les conseils hygiéno-diététiques associés au soutien psychologique. Et là, chez les malades qui ne sont pas assez, disons, compréhensifs et qui présentent, surtout les sujets âgés présentant des troubles de la mémoire, il faut s'aider d'une tierce personne pour les aider dans la prise en charge de cette oxygénothérapie. Certaines remarques importantes, ne jamais essayer de déplacer les grosses bouteilles parce qu'il y a risque de chute et risque d'accident très grave en cas d'atteinte du manomètre. Deuxièmement, il ne faut jamais fumer à côté dans la pièce où il y a cette source d'oxygène. Éviter donc de les placer à côté d'une source de chaleur et éviter le basculement des flacons, des bouteilles. Pour la surveillance, donc, on surveille nos patients essentiellement sur le plan clinique. La saturation est très importante. La CNAM, évidemment, donc, la gazométrie est très importante et la CNAM exige le contrôle tous les 3 mois des gaz de sang du patient pour continuer à accorder la prise en charge. Et là, je veux bien insister sur 2 faits. Premièrement, certains malades présentent une exacerbation et finalement gardent ou courent même à distance
même à un mois et demi, voire jusqu'à 2 mois, une diminution de la PaO2. Mais, donc on les met sous oxygène. Mais certains de ces malades s'améliorent parce qu'ils ont une récupération très longue. La récupération peut s'étaler jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi pour certains malades bronchopathes chroniques suite à une exacerbation. Et donc, il est toujours intéressant lorsqu'on met un malade suite à une exacerbation sous oxygène à domicile, d'essayer de contrôler cette amélioration de la qualité de cet oxygène. Malheureusement, la CNAM n'accorde pas toujours, n'accorde pratiquement pas sur le plan légal, parce que la CNAM n'accorde que l'oxygénothérapie au long cours. Ne n'accorde pas cette oxygénothérapie de courte durée pour ces patients-là, ce qui pose problème. En France, cette oxygénothérapie est accordée, insuffisance cardiaque, insuffisance... Même fin de vie, ou n'importe, c'est accordé, et c'est remboursé, mais limité à 2 renouvellements. C'est 1 mois renouvelé de quoi? C'est-à-dire, on ne peut... D'ailleurs, c'est logique. Si au bout de 3 mois, le type est toujours hypoxique, il passe en affection longue durée, il passe en OLD. Mais avant, tu peux faire 1 mois, et puis tu peux renouveler 2 fois, et tu n'as même pas besoin de justifier avec les gazométrie. C'est-à-dire que quand tu es de la courte durée, tu n'as pas à fournir une preuve d'hypoxie. Mais par contre, dès qu'on peut renouveler ça 2 fois, ça peut même être prescrit par les généralistes. Il faut savoir que une thérapie de courte durée, c'est aussi du domaine du généraliste quand les 5% patients ont besoin, puisqu'il n'y a même pas besoin de gazométrie. Mais je parle en France, je ne parle pas ici. Et à partir du renouvellement, si on passe en affection longue durée, en oxygénothérapie à longue durée, pardon, on est obligé d'apporter la preuve de l'hypoxémie, donc de faire une gazométrie, comme on dit. Et justement, on est loin de l'exacerbation. Si au bout de 3 mois, il y a toujours hypoxie, c'est exactement. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a des patients qui présentent une insuffisance cardiaque respiratoire manifeste et qui bénéficient de l'oxygénothérapie au long cours. Mais en les contrôlant, certains de ces malades peuvent présenter une légère amélioration de PaO2 juste au-dessus de 60. Et donc, ils peuvent être faussement considérés comme des malades améliorés. Et la CNAM peut, le médecin conseiller de la CNAM, peut considérer que c'est un malade amélioré, ce qui n'est pas le cas. Donc, chez ces malades-là, il est important de les réadresser au pneumo pour insister sur le fait que c'est grâce à cette oxygénothérapie que ces malades ont pu émerger légèrement au-dessus des 60 et il faut garder cette oxygénothérapie au long cours pour ce type de patient. Mais j'insiste essentiellement sur le fait que après une exacerbation, beaucoup de nos malades nécessitent plusieurs semaines, voire 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois, pour revenir à leur état de base. Vous avez parlé de temps. En Suisse, ça se passe autrement. Quelqu'un qui est hypoxique, un PO2 inférieur à 55, donc les 30 premiers jours, l'oxygène c'est dans la pharmacie, c'est un médicament. Il y a un forfait spécial pour le médicament. Une fois, il reste hypoxique après 30 jours, c'est entré dans une maladie de longue durée. Donc on lui donne 3 mois. Donc une fois, après 3 mois, il reste hypoxique, il sera à vie sous oxygène. Et la Société suisse de pneumologie, selon différentes études, disait que rarement, après les temps, le 1 et le 3 mois, donc 4e mois, rarement les gens améliorent leur hypoxie. Et s'il y a une amélioration, ça sera transitoire, c'est lié à l'amélioration de rapport ventilation-perfusion. Ce n'est pas une amélioration de 50%. C'est super. En fait, c'est une politique d'économie de santé parce qu'ils estiment que les contrôles répétitifs coûtent. Et donc, c'est pour couper court un peu au contrôle régulier. Et on en a quelques-uns qui s'améliorent au bout de 6 mois ou 1 an, c'est vrai qu'il y en a. Ça dit que les Suisses n'ont pas raison sur tout. Ah, d'accord. Mais l'approche diffère selon les pays. Oui, voilà, c'est ça. Donc, lorsqu'on dit oxygénothérapie, c'est au long cours de l'insuffisance respiratoire chronique, c'est évident, c'est une amélioration de la qualité de vie du patient. D'ailleurs, cette oxygénothérapie permet d'améliorer, bénéficier de cette oxygénothérapie pendant une période assez longue.
Donc là, les études classiques du bénéfice de l'oxygénothérapie sur la survie, c'est essentiellement au-delà de 500 jours que cette amélioration de la survie est manifeste. Donc pour conclure, j'insiste que l'oxygène est considéré comme un médicament qui a des effets bénéfiques, mais des effets indésirables. Donc il est très important de le considérer comme tel. Mais on peut dire qu'en plus, il est nécessaire d'avoir un état stable, donc l'état de base du patient, optimiser les autres moyens, le traitement d'une façon générale. C'est-à-dire que, par exemple, pour un bronchopathe chronique, il faut optimiser les autres traitements pour recourir à la fin à l'oxygénothérapie en cas de non-amélioration. Il faut toujours tester le bénéfice. Donc, la PaO2 et la saturation. Saturation, pour le classiquement, dans les 90, quoi. Donc 90-92 à l'air ambiant. Et c'est ainsi qu'on détermine le débit. Il faut faire attention à la PCO2 sous oxygène parce qu'elle n'est pas toujours facilement, elle n'est pas détectée par la saturation transcutanée. Donc là, les gaz du sang sont utiles et cette saturation pour les PPCO doit rester moins de 55 mm de mercure. Si c'est au-dessus ou s'il y a des troubles d'équilibre acéto-basique ou autre, donc là, de toute façon, d'autres moyens peuvent être prescrits. Nous allons en parler donc juste après. La ventilation non invasive pourrait être donc le problème des voyages lorsque un insuffisant respiratoire sous oxygène planifie un voyage par avion, là il faut qu'il consulte pour pouvoir régler le problème de l'hypoxie en rapport avec l'altitude. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez une question. Pratiquement, avec l'oxygène, quand on dit pratiquement l'oxygène, peut-être qu'il faut rappeler l'oxygène et les cas de néoplasie, les stades terminaux, les stades soit palliatif. palliatifs. Ça ne s'approche pas du sang, on a tout duré un mois renouvelable. Un mois renouvelable, ça s'approche de l'astronomie. Il y a pas de accompagner. Je vais vous accorder là ça facilement. Facilement, sans problème. Ça dépend des régions. Pour les concerts, on va avoir, parce que l'oxygène a... Quel de gravataire, La fin de vie. Oui, la fin de vie, voilà. C'est un accompagnement, juste 30 jours. Parce que l'oxygène, elle a des bénéfices non liés à la correction de la désaturation. C'est un confort, ça soulage la douleur, la souffrance via les récepteurs limbiques qu'on a dans le nez. Donc avoir de l'oxygène, c'est un antidouleur. Pour un malade, ça ne fait que du bien, ça diminue les hospitalisations. Donc on n'a pas besoin de cette l'oxygène de courte durée. On n'en prend pas en charge. On n'en prend pas en charge, c'est le régime de base. On ne va pas tout couvrir. On a juste les lourdes. C'est évident. Donc, l'oxygène de courte durée, on n'a pas de place, on ne peut pas. يركض في l'hôpital ولا يعمل يخرج من الكتاب ما نخدمش. Pour les patients qui s'améliorent, qui n'ont pas de système, مشكلة c'est vrai. Oui. C'est vrai. Sont refusés. احنا راهو لي نورم هذوما مع كاباسيتي تنزيل فيهم معناتها الغالب ما با كوفرير تو لي كا دو ستريس سيت سا غراف كان يستحق حتى نعطوها. Et comment vous acceptez 55 ou la 60 55 mais كما قال كان البوليغلوبينين معناتها c'est payant. هذوما كلهم غاشتي يعطيه حاجه يمشيو حتى ل 60. J'ai présenté les critères de la carte. ايوه صحيح. كل شيء. Il y a aussi le problème du malade qui s'attire à une Pour limiter les Ils ne sont pas pris en charge par ça. De toute façon, pose beaucoup de problèmes, cette catégorie. Ces malades nécessitent malheureusement de l'oxygène liquide. Nous n'en avons pas. mais il y a
aucune étude que ça montre que ça améliore leur survie. La décélération nocturne, la décélération à l'effort, il n'y a pas comme les études suite de il n'y a pas des études contrôlées qui ont montré que pour corriger la décélération à l'effort ou la décélération nocturne améliore la survie. C'est pour le confort du Ça patient. améliore le confort, c'est un peu En fait, surtout pour les c'est pour laquelle les enfants. études, surtout parce que ça permet, l'oxygénothérapie améliore la réhabilitation des patients insuffisants respiratoires. En fait, là, on parle quand même dans un cadre nosologique des patients qui ont une DBPCO, qui ont une fatigue respiratoire. C'est ça qui tue les malades, c'est la fatigue respiratoire. Et la fatigue respiratoire aujourd'hui ne se soigne pas avec des bouffées ou avec des consumés, c'est surtout la réhabilitation. On est d'accord avec ce hein. La réhabilitation. Et la réhabilitation ne peut pas s'opérer sans oxygénothérapie à l'effort, parce que le patient ne peut pas suivre, puisque souvent il aggrave sur le niveau ici, et donc on n'avance pas. Si on veut vraiment réhabiliter quelqu'un à l'effort, on est obligé de l'accompagner avec l'oxygénothérapie d'effort. Malheureusement, ici, les moyens sont très limités pour faire l'oxygénothérapie d'effort, puisqu'on n'a pas de liquide, hein, c'est le schéma le plus approprié. Les petites bouteilles, il faut les trouver, parce qu'on n'a plus, sur le marché tunisien, il n'y a pas de bouteilles. Aujourd'hui, il n'y a plus de bouteilles disponibles en B5, de déambulation. Il y a fait des longtemps qui ne sont pas faciles. On est vraiment malheureux. On n'arrive pas à trouver de solution par rapport à ça. Le schéma de liquide est très coûteux parce qu'il engage tout un réseau de distribution très réglementé, parce que c'est des distributions de matériel explosif. Donc il faut des véhicules appropriés, voilà, il y a beaucoup de règles de sécurité. Mais surtout, la production d'oxygène gaz coûte très cher et si vous voulez, la caisse ne peut pas assumer des surcoûts. Pour un prix moindre, elle peut offrir l'oxygène différemment, donc elle s'arrête à ça. Ce qui peut se comprendre quand les moyens sont limités. Il y a un extracteur pour les confrères qui, s'ils veulent voir comment ça marche. Les ordonnances et les papiers de CNAM à remplir. Donc, si vous voulez les voir tout à l'heure, ou bien s'habituer, parce que le confrère qui vient à domicile trouve un extracteur, peut-être peut ajouter un coup d'œil tout à l'heure. Sinon, avant d'aller directement à notre destination prévue, je voudrais, si vous permettez bien sûr, rendre hommage à un grand écrivain qui, sans le vouloir peut-être, avait rendu un grand service à la pathologie respiratoire du sommeil. Et là, je parle précisément du grand écrivain britannique Charles Dickens. Et c'est justement ce grand Dickens qui, pour la première fois dans l'histoire, brossa le profil de ce petit garçon nommé The Cottage. Ça vous dit quelque chose, The Cottage? Pas vraiment. Alors, quand vous l'avez constaté, c'est un petit garçon un peu obèse, tout le temps sanglant, tout le temps assoupi, capable de s'endormir n'importe où, n'importe comment et dans n'importe quelle position. Et dès qu'il sombre dans le sommeil, et ben c'est la symphonie du ronflement qui se déclenche de la façon la plus explosive que j'ai vue. Quelques années plus tard, ou disons quelques dizaines d'années après le départ de Charles Dickens, on s'est rendu compte que ce profil ironique et cocasse correspondait en réalité à ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome obstructif du sommeil, ou également le SAS obstructif. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécialement à la stratégie diagnostique et la prise en charge thérapeutique de notre patient et la contrainte de temps, bien sûr. Bien sûr, depuis sa première description dans les années 70, l'intérêt accordé à cette entité ne cesse de grimper pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est la grande prévalence de la maladie, qui est actuellement estimée entre 1 à 5%. Donc là, vous imaginez l'ampleur du problème, c'est un peu moins légal que la blessure. Et puis, il faut aussi prendre en considération la grande morbidité, notamment sur le plan cardiovasculaire. Donc, ce n'est plus l'affection rare et bénigne comme on imaginait auparavant, initialement, mais c'est plutôt un véritable problème de la santé publique. Et heureusement pour nous, les femmes, le SAS préfère surtout les hommes, qui sont les plus fréquemment touchés, surtout dans la 5e décennie, c'est-à-dire aux alentours de la cinquantaine. Sinon, les femmes, apparemment, elles sont touchées par leur profil hormonal. Donc c'est vraiment inhabituel, ou disons rare, de faire le diagnostic de SAS chez une femme jeune en période d'activité génitale. Au-delà
il n'y a plus cette protection hormonale et c'est pour ça peut-être que les femmes monopausées font beaucoup plus de sexe comparativement à la femme jeune. Ceci sur le plan épidémiologique. Sinon, de point de vue académique, le SAS continue à faire l'objet de la cible privilégiée de plusieurs recommandations, dont le plus récent date d'à peine 10 ans. C'était en 2005, publié par The International Classification of Sleep Disorder, dans sa deuxième édition. Et dans ces nouvelles recommandations ainsi publiées, on a repris un peu la définition des principaux événements respirateurs anormaux caractéristiques du SAS pour savoir que veut dire une apnée et que veut dire une hypopnée. Alors, on parle d'apnée pour désigner l'interruption totale et transitoire du flux aérien vertical pendant une durée supérieure ou égale à 10 secondes. Autrement dit, c'est un arrêt respiratoire momentané qui se prolonge au-delà de 10 secondes. Et bien sûr, ce seuil de 10 secondes est ainsi choisi et est fixé de façon, je dirais, arbitraire et n'est valable chez l'adulte, alors que chez l'enfant, 5 secondes d'arrêt respiratoire sont déjà suffisantes pour parler d'une apnée authentique. Ceci dit, comment maintenant peut-on expliquer la survenue de ce type d'événement respiratoire anormal pendant le sommeil? En fait, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un mécanisme de type obstructif. Et lorsqu'on parle d'apnée obstructive, cela veut dire que les centres respiratoires bulbaires gardent une activité normale ou presque. En conséquence, le thorax et l'abdomen continuent à bouger normalement, comme pendant une respiration physiologique, mais malgré cela, malgré la conservation des mouvements respiratoires thoraco-abdominaux, l'air n'arrive pas à pénétrer dans le thorax. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe un collapsus total des voies aériennes supérieures et qui siège préférentiellement au niveau de l'oropharynx. Bien évidemment, c'est un collapsus transitoire parce qu'au bout de quelques secondes, l'oropharynx va s'ouvrir de nouveau pour permettre la reprise ventriculaire. C'est donc l'apnée obstructive. Ailleurs, maintenant, dans d'autres situations qui sont, disons, nettement moins fréquentes, l'apnée survient malgré la parfaite perméabilité de l'oropharynx. Là, on a un oropharynx perméable, mais malgré cela, le patient n'arrive pas à respirer. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce deuxième cas de figure? Eh bien, cette fois-ci, il s'agit plutôt d'une dépression des centres respiratoires bulbaires, laquelle, cette dépression neurologique centrale, est responsable d'une abolition des mouvements respiratoires thoraco-abdominaux. Et bien sûr, lorsque le thorax et l'abdomen ne bougent plus, l'air n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur du thorax malgré la parfaite perméabilité de l'oropharynx. Et on parle cette fois-ci d'une apnée du type central. Vous voyez, nous avons deux mécanismes diamétralement opposés. Dans l'apnée obstructive, le problème c'est au niveau de l'oropharynx, qui est totalement collabé. Dans l'apnée centrale, le problème c'est au niveau des centres respiratoires bulbaires qui sont transitoirement déprimés. Alors sinon, pour le troisième et le dernier type, c'est ce qu'on appelle l'apnée mixte, qui est encore plus rare. Et celle-ci, à savoir l'apnée mixte, elle commence comme étant une apnée centrale et se termine comme étant une apnée obstructive. Donc là, vous avez certainement compris que pendant la première moitié, les mouvements respiratoires sont initialement abolis, puisque ça correspond au mécanisme central, et qui vont réapparaître à la deuxième moitié, puisque ça correspond au mécanisme de type obstructif. Alors, pour le deuxième événement respiratoire anormal caractéristique du SAS, l'hypopnée maintenant, et bien là, malheureusement, on n'a pas une définition aussi claire qui est retenue de façon unanime, mais en règle générale, on parle d'hypopnée devant l'association obligatoire de trois conditions fondamentales. Tout d'abord, il va y avoir une réduction de l'amplitude du flux aérien nasobuccal de plus de 50% par rapport à la respiration de base. Cette réduction doit se prolonger sur une durée supérieure ou égale à 10 secondes. Et en plus de ça, elle doit provoquer ou bien une désaturation artérielle supérieure ou égale à 30%, ou bien elle ou bien
provoquer un retentissement ou bien respiratoire à type de désaturation, ou bien neurologique à type d'éveil ou de micro-éveil. Bien sûr, lorsqu'on parle de micro-éveil, ça veut dire un éveil de courte durée, inférieur à 3 secondes généralement, qui passe totalement inaperçu et qui est détecté uniquement par l'électroencéphalogramme. Et bien sûr, on s'est mis à pratiquer un électroencéphalogramme pendant le sommeil. Alors, de toute façon, qu'il s'agisse d'apnée ou d'épornée, on considère que toutes les deux, elles ont pratiquement la même signification pathologique, et donc pour calculer leur fréquence moyenne, ou pour estimer leur fréquence moyenne, on calcule ce qu'on appelle l'index apnée-hypornée, l'IAH, c'est-à-dire le nombre moyen d'apnée et d'hypornée par heure de sommeil. Par exemple, si pendant 5 heures de sommeil, le patient fait, disons, 15 apnées, 5 hypornées, 15 plus 5, ça fait 20, divisé par 5, ça fait 4, on aura un index égal à 4 par heure de sommeil. Et donc, la grande question que l'on peut se poser maintenant, est-ce que ces événements respiratoires anormaux sont obligatoirement synonymes d'un syndrome d'apnée de sommeil? Par exemple, le monsieur chez qui tout à l'heure on a calculé un index égal à 4, est-ce qu'on va dire qu'il est forcément porteur de SAS? Pas forcément. Pour une raison très simple, c'est que pendant le sommeil normal, chez quelqu'un qui a un sommeil tout à fait physiologique, de temps en temps, il existe quelques apnées, quelques hypopnées centrales le plus souvent, et qui sont considérées comme étant tout à fait normales tant qu'elles ne dépassent pas un index dit physiologique. Donc il y a un index physiologique. En contrepartie, si on dépasse l'index physiologique et que ça commence à retentir sur la qualité de sommeil du patient, sur l'état clinique, ben à ce moment-là, on sera devant un SAS authentique. Cela veut dire, en d'autres termes, que le SAS correspond à une entité pathologique comportant 2 éléments obligatoires. D'une part, il doit y avoir des manifestations fonctionnelles évocatrices qui sont directement en rapport avec les événements respiratoires anormaux, c'est-à-dire en rapport avec les apnées et les hypornées, tels que par exemple le renflement et la somnolence diurne. Tout à l'heure, on va revenir avec plus de détails sur ça. Et en plus de ça, il doit y avoir un index apnée-hypopnée pathologique, c'est-à-dire supérieur à 5 par heure de sommeil. Donc vous voyez, là, ce n'est pas uniquement l'index qui définit la maladie, mais il faut aussi prendre en considération les manifestations fonctionnelles, l'invalidité et les complications qui en découlent, parce que finalement, on ne va pas traiter l'index, mais plutôt un ensemble de plaintes fonctionnelles manifestées par notre maladie. Ceci dit, maintenant, il faut savoir que selon le type d'apnée majoritaire, on va distinguer 3 formes cliniques. Le SAS obstructif, là où les apnées sont majoritairement obstructives. Il y a ensuite le SAS central, où les apnées sont majoritairement centrales. Et finalement, le SAS mixte, là on a autant d'apnées centrales que d'apnées mixtes. Et parmi ces 3 formes cliniques ainsi décrites, celle qui est de loin la plus fréquente et la plus fréquemment observée, c'est absolument le SAS du type obstructif, absolument. Et c'est cette forme particulièrement, sur cette forme qu'on va insister aujourd'hui, sinon pour les SAS centrales et les SAS mixtes, ce sont vraiment des formes très rares dont la fréquence est inférieure à 10%. Alors de toute façon, et quelle que soit la forme clinique de la maladie, qu'il s'agisse d'un SAS obstructif ou central, il y a toujours un scénario commun qui se répète chez tous les malades apnéiques. En fait, une fois le malade endormi, il va présenter des apnées et des hypopnées de façon répétitive, avec une fréquence variable selon la sévérité de la maladie. Alors, chacun de ces événements anormaux va se prolonger sur une durée variable allant de 10 secondes jusqu'à 120 secondes parfois. Donc ça peut aller jusqu'à 2 minutes, mais pas plus que ça, sinon le malade va passer sans jamais revenir. Et en même temps, de façon concomitante à cette apnée, il va y avoir une stimulation du système nerveux central, laquelle cette stimulation du système nerveux central va déclencher un éveil de micro-éveil, ce qui va permettre à notre patient de reprendre la respiration. Donc là, vous avez certainement compris que chaque fois que le malade fait une apnée ou une hypopnée, la reprise ventilatoire est possible,
qu'après un éveil polyphonique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Apnée, éveil, hypopnée, micro-éveil, apnée, micro-éveil, ça se répète ainsi tout au long de la nuit. Bien sûr, dans ces conditions, la conséquence directe la plus marquante chez notre patient, ça sera au niveau du cou. C'est bien sûr la désorganisation de la structure du sommeil, c'est une conséquence, la conséquence directe qui marque le plus le malade, c'est une conséquence neurologique au niveau de la structure du sommeil. Et pour peut-être mieux comprendre l'importance de cette conséquence, ça sera peut-être utile de revenir sur la structure schématique du sommeil normal ou ce qu'on appelle les programmes normaux. Alors vous savez très bien que pendant le sommeil normal, chez quelqu'un qui dort correctement, on va osciller entre deux stades principaux. Il y a tout d'abord le sommeil lent, qui comporte à son tour 4 stades de profondeur croissante, à savoir les stades 1 et 2, constituant ensemble le sommeil long léger, et puis il y a les stades 3 et 4, constituant ensemble le sommeil long profond. Alors pour le sommeil long profond en particulier, ce qui est important à connaître, c'est que cette période constitue la période préférentielle pour la sécrétion de l'hormone de croissance, en particulier chez les enfants. Et puis c'est pendant le sommeil long profond que l'organisme aura la possibilité de se reposer et de récupérer. C'est donc la période de récupération par excellence, grâce à laquelle le matin on va se réveiller en bonne forme pour aller faire correctement son travail, si jamais on a de travail à faire, bien sûr. Alors ce premier grand stade, à savoir le sommeil lent, va durer 90 minutes. C'est pratiquement la même durée qu'un match de football. Par la suite va apparaître le deuxième grand stade, c'est-à-dire le sommeil paradoxal. Et celui-là, il a une durée beaucoup plus courte, aux alentours de 20 minutes. Alors, pendant cet intervalle de temps, c'est-à-dire le sommeil paradoxal, le cerveau aura la possibilité de faire le stockage d'informations déjà acquises pendant la journée. C'est donc la période de mémorisation. Long profond, c'est la récupération, c'est l'hormone de croissance. Paradoxal, c'est la mémorisation. Toujours à l'état physiologique, ces deux grands stades vont se succéder de façon périodique. Ainsi, on passe de l'état d'éveil au sommeil long léger, puis le sommeil s'approfondit davantage, on passe au sommeil long profond, avant qu'il y ait par la suite les premières ébauches du sommeil paradoxal, ou le rêve, et on aura ainsi un premier cycle de sommeil. Par la suite, de nouveau, le sommeil long léger, le sommeil long profond, le sommeil paradoxal, et on aura de la même façon un deuxième, un troisième, puis un quatrième cycle de sommeil avant de se réveiller le matin. Donc en quelque sorte, on peut dire que le sommeil d'un individu normal est composé de 3 à 4 cycles. La durée de chacun avoisine les 2 heures et cela donne une durée totale de 6 à 8 heures par jour. Là, j'ai oublié de mettre 6 à 8. Alors maintenant, si on regarde l'hypnogramme d'un malade apnéique, c'est un aspect complètement différent. Déjà, la macrostructure, elle est complètement différente. Alors, en regardant cet hypnogramme, d'emblée, on est frappé par le fait que l'axe des abscisses est gradué en minutes. Donc là, notre patient change de stade très rapidement. Très rapidement. Le passage du sommeil lent au sommeil paradoxal, ça se fait en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. Contrairement à l'état physiologique, ça se fait au bout de 90 minutes. De la même façon, il est aussi frappant de constater la succession d'éveils qui surviennent avec une fréquence anormalement élevée, entraînant ainsi la fragmentation de sommeil de notre patient. Si on regarde maintenant la composition de cet hypnogramme, là facilement nous allons constater que le sommeil paradoxal est pratiquement réduit à quelques ébauches à la fin de la nuit, et cela explique le trouble du moment. Le sommeil long profond, il est pratiquement absent, aucune trace de sommeil long profond, et cela explique la sensation de fatigabilité et la somnolence diurne. Et puis c'est le sommeil long léger qui est, disons, un sommeil d'endormissement, une phase transitoire entre l'éveil et le sommeil. C'est le sommeil long léger qui est pratiquement la totalité de la nuit. Donc finalement,
traitement qu'est-ce qu'on a? Un sommeil fragmenté, déstructuré, non réparateur, et tout cela permet de comprendre toutes les manifestations observées pendant la journée, en particulier la somnolence diurne excessive. Alors bien sûr, ces conséquences neurologiques au niveau de la structure du sommeil, ce sont, disons, la conséquence la plus marquante pour le patient, la plus invalidante, la plus gênante. Sinon, à côté de ces conséquences neurologiques, le SAS peut également s'associer à d'autres complications cardiovasculaires qui sont très variées et qui peuvent toucher tous les paramètres hémodynamiques. Alors si on commence par la fréquence cardiaque, et bien là on a constaté que celle-ci va présenter des variations périodiques selon les événements respiratoires anormaux, avec des épisodes de tachycardie suivis rapidement par un ralentissement progressif à la reprise ventrilaire. Et la conséquence en sera bien sûr un aspect fluctuant de la fréquence cardiaque nocturne, alors que l'ECG pratiqué pendant la journée sera le plus souvent sans anomalie notable. Donc ce sont des troubles rythmiques limités uniquement à la période de sommeil. À long terme maintenant, et à l'absence d'un traitement adéquat du SAS, ces perturbations rythmiques initialement transitoires vont évoluer vers la permanence, aboutissant ainsi à l'apparition de troubles de rythme permanents, dont certains sont potentiellement graves. Donc chez le malade apnique non traité, on peut avoir une AFA, un cutter, même des blocs auriculo-ventriculaires de troisième. Un phénomène analogue a été également constaté avec les chiffres tensionnels. Là aussi, on a constaté que chaque apnée entraîne un pic hypertensif de gravité variable, mais heureusement réversible à la reprise ventilatoire. Donc là aussi, la conséquence, ça sera un aspect fluctuant de la tension artérielle nocturne. Maintenant, à long terme, à l'absence d'un traitement adéquat de ces pics initialement transitoires, que va-t-il se passer? Eh bien, le risque, c'est l'évolution vers l'hypertension artérielle systémique. Et d'ailleurs, on sait actuellement que parmi les malades apnéiques, il y a pratiquement 50% qui sont aussi classés des malades hypertendus. Et selon les dernières études épidémiologiques, on a presque démontré que le SAS constitue effectivement un facteur de risque indépendant de l'hypertension artérielle. Et sur le plan pratique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que chez tout malade hypertendu, le bilan étiologique doit comporter entre autres la recherche des signes fonctionnels évocateurs de SAS, et cette recommandation doit être particulièrement appliquée en présence d'une HTA réfractaire. C'est essentiellement dans cette situation qu'il faut s'acharner à chercher un SAS sous-jacent. Je vous garantis que dans notre pratique de routine, ça nous arrive assez fréquemment de faire le diagnostic de SAS rien qu'en faisant le bilan d'une HTA réfractaire au traitement pharmacologique. Alors, sinon, à côté troubles de rythme et de l'hypertension artérielle, il y a aussi le risque d'insuffisance coronarienne, les accidents vasculaires cérébraux et un peu moins l'hypertension artérielle pulmonaire qui est une complication beaucoup moins fréquente au cours du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, pourquoi j'ai insisté autant sur les complications cardiovasculaires? Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas gratuit certainement, mais c'est parce que ces complications cardiovasculaires constituent justement les conséquences du moins les plus fréquentes, les plus graves, et ce sont elles qui sont responsables de la surmortalité observée au sein de cette population. Là, il y a un problème de rythme peut-être. Alors, si le malade apnéique décède précocement, si un malade apnéique décède précocement par rapport à la population générale, c'est principalement et avant tout à cause des complications cardiovasculaires. Donc logiquement, c'est une pathologie qui devrait intéresser les cardiologues, tant que le pneumologue, mais sur le plan pratique, ce n'est pas toujours le cas. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le plan respiratoire, là aussi, on a constaté qu'à la fin de chaque apnée, il va y avoir un pic ou un épisode d'hypercapnie, d'hypoxémie, avec une désaturation artérielle rapidement résolutive à la reprise ventilatoire. Et donc, si on prend le soin d'examiner la courbe de saturation nocturne chez un malade apnéique, là, probablement, on va tomber sur cet aspect assez caractéristique avec des épisodes de désaturation successives rythmés par les événements respiratoires anormaux
réalisant ce qu'on appelle l'aspect en dents de scie. Ça, c'est un aspect qui est assez évocateur du sas, sans qu'il soit pour autant ni constant ni spécifique. C'est juste un élément évocateur parmi d'autres qu'il faut savoir interpréter en tenant compte des autres éléments diagnostiques. Alors maintenant, est-ce que ces épisodes de désaturation nocturne initialement transitoires risquent d'évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique? Certainement oui, le risque existe, mais avec une faible fréquence généralement inférieure à 10%. Donc c'est vraiment inhabituel qu'un SAS évolue vers l'insuffisance respiratoire chronique, à moins qu'il y ait un autre facteur favorisant, notamment une BPCO associée ou également une obésité morbide. Sinon, en dehors de ces deux situations particulières, la BPCO et l'obésité morbide, c'est vraiment inhabituel qu'un SAS évolue vers l'IRC. Finalement, sur le plan métabolique, vous voyez, le mal de SAS est capable de frapper partout. Sur le plan métabolique, elle est capable de provoquer un état d'insulinorésistance, favorisant ainsi l'apparition d'un syndrome métabolique, en particulier un diabète de type 2. De la même façon, chez le petit enfant apnéique, à cause de la réduction du sommeil non profond, il y a une réduction de la sécrétion de l'hormone de croissance, et cela signifie un risque de retard staturo-pontial. Voilà, donc maintenant on sait qu'à long terme, le SAS est prédisposé à 4 types de complications neurologiques, respiratoires, métaboliques et surtout cardiovasculaires. Et bien sûr, la conjonction de toutes ces complications permet de comprendre facilement la surmortalité associée à cette maladie comparativement à la population générale. Sur le plan fonctionnel maintenant, comment ces événements physiopathologiques vont-ils se déclarer? Là, on va distinguer deux groupes de manifestations nocturnes et diurnes. Alors, pour les manifestations nocturnes, certainement, vous savez que c'est le ronflement, qu'elles sont dominées essentiellement par le ronflement, qui constitue sans doute un symptôme cardinal, observé de façon quasi constante chez les malades apnéiques. C'est donc un symptôme presque obligatoire, sans qu'il soit pour autant ni spécifique ni pathognomonique de la maladie. Donc être ronfleur, ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement atteint de SAS. Donc quel est le type de ronflement qui doit faire envisager l'hypothèse de SAS? Là, il y a quelques particularités qui doivent nous inciter à rechercher ou aller donc à la recherche d'un SAS sous-jacent. Alors en fait, chez le malade apnéique, il s'agit typiquement d'un ronflement habituel, c'est-à-dire un ronflement qui est observé de façon quotidienne ou presque. C'est aussi un ronflement intense qui augmente progressivement d'intensité avec le cycle respiratoire et qui est de temps en temps interrompu par des apnées ou par des silences angoissantes qui sont facilement constatées par l'entourage et en particulier par la conjointe. Alors bien sûr, pendant la période de silence, le patient ne respire plus. Par contre, il va lutter, sa bouche s'ouvre et se ferme également, les lèvres deviennent sinuosées, la figure, donc la tête s'enfonce dans les épaules et la figure affiche un masque de souffrance. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir et bien sûr à cette souffrance, elle va se poursuivre jusqu'à la reprise ventilatoire qui est annoncée par un ronflement encore plus intense, explosif, un état d'agitation et parfois des mouvements d'égarement. Alors comment notre malade il va exprimer cette souffrance? Bien sûr, il ne va pas rapporter le ronflement crescendo, le silence angoissant et le risque ventilatoire explosif parce qu'il est complètement inconscient de ce qui se passe la nuit. Mais en contrepartie, notre malade va rapporter des épisodes d'étouffement nocturne. Donc le malade qui dit aussi ce sont les trois terminologies qui sont utilisées pour exprimer ces épisodes d'étouffement. Bien sûr, il faut faire attention, il y a une différence entre un épisode d'étouffement qui est rapidement réversible après l'éveil. Une fois le malade s'éveiller, il va retrouver une respiration normale, contrairement à la crise de dyspnée qui réveille le malade elle aussi, mais donc elle dure quelques minutes et elle nécessite généralement un traitement spécifique avant de régresser. Donc il faut faire la part entre épisode d'étouffement et crise de dyspnée. Sinon, la conjointe, elle aussi, la pauvre, elle aura sa part de souffrance, puisque chaque nuit, elle sera obligée d'assister à la respiration laborieuse de son conjoint.
de constater ces pauses respiratoires, c'est elle qui constate les pauses respiratoires, et en même temps, elle sera obligée de subir la gêne causée par le ronflement sonore et par les reprises ventilatoires explosives, au point que certaines femmes peuvent carrément développer une surdité de perception. Donc, tellement le ronflement intense que la femme peut se faire endommager son appareil auriculaire, et c'est pour ça peut-être que l'interrogatoire des maladies chroniques doit se faire de préférence en présence de la conjointe, parce que c'est la conjointe qui va nous rapporter ces manifestations souvent ignorées par le malade lui-même ou sous-estimées par le malade. Oui. Alors si dans le côté du ronflement et l'étouffement nocturne et les apnées constatées par l'entourage, il y a aussi d'autres manifestations importantes à repérer, notamment le cauchemar et les terreurs nocturnes. Il y a aussi le problème de polyurie nocturne. Chez les petits enfants apnéiques, il y a le problème de l'érésie et le somnambulisme. Et finalement, il y a certains malades qui finiront, qui peuvent carrément développer un problème d'insomnie. Donc tellement les éveils et les micro-éveils sont fréquents que le malade finira par devenir insomniaque. Et dans ce cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de mettre le patient sous traitement hypnotique qui ne fera qu'aggraver le stade de votre patient. Le traitement hypnotique, il est capable de favoriser les apnées à la fois obstructives et centrales. Donc, si sur le plan pratique, si on a un malade insomniaque, avant d'aller vers le traitement hypnotique, ce serait quand même intéressant d'envisager l'hypothèse de SAS. Et si le diagnostic est confirmé, dans ce cas, il suffit de traiter le SAS et vous allez probablement contrôler le problème d'insomnie. Souvent contrôler le problème d'insomnie. Alors sur le plan, pour les manifestations diurnes maintenant, bien sûr, le maître symptôme, c'est la somnolence diurne excessive, qui elle aussi, elle constitue une manifestation cardinale, comme le ronflement d'ailleurs. Sinon, sur le plan pratique, pour avoir une estimation fiable de l'intensité de cette somnolence, qui est extrêmement variable d'un malade à l'autre, et bien là, ce qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle les questionnaires de Wolf, et vous en avez un exemple sur votre. Alors c'est quoi? Il y a aussi une version arabe qui est faite par une équipe libanaise. Ça n'est pas non. Oui. Ça a été publié dans la revue de maladies respiratoires et ça a été fait par une équipe libanaise à propos de 1515, si je me rappelle très bien. Donc je pense que c'est plus adapté que... Oui, c'est validé. Alors, c'est quoi ce score de questionnaire du corps? C'est un questionnaire très simple qui comporte 8 situations de la vie quotidienne. Alors, et pour chaque situation, on va demander au malade d'estimer lui-même le risque d'endormissement. Par exemple, on va lui poser la question, risque-t-il de s'endormir en lisant un journal, en regardant la télévision, en conduisant sa voiture? Et pour chaque réponse, on va accorder un score de 0 à 3 selon le risque d'endormissement. Donc finalement, le score maximal sera égal à 3 fois 8, ça fait 24. À partir de 10, on parle d'une somnolence pathologique. Et au-delà de 15, là on sera devant une somnolence sévère. Alors comment va-t-elle se manifester cette somnolence? Là nous allons avoir un tableau vraiment caricatural, avec des accès d'endormissement irrésistibles qui surviennent même pendant les activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, ça veut dire que le malade peut s'endormir en mangeant, en parlant avec quelqu'un d'autre, en conduisant sa voiture, et même parfois en marchant. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Alors, je me rappelle là de l'exemple d'un des patients, c'était un professeur de collège à la fin de sa carrière professionnelle, il avait la soixantaine, et le monsieur venait consulter tout simplement parce qu'il était obligé de faire toutes les séances de cours en position debout, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un à son âge. Et sinon, dès qu'il se mettait au bureau, il s'endort et en plus de ça, il commence à ronfler. C'est à vous d'imaginer le destin d'un professeur qui s'endort comme ça devant ses élèves. C'était tout simplement un SAS sévère non diagnostique. Bien sûr, à ce stade, donc lorsque la somnolence devient aussi sévère, bien évidemment, elle va retentir sur la qualité de vie du patient, elle va affecter le rendement scolaire professionnel, elle va aussi entraîner le trouble intellectuel et de la vie. Ajoutons à cela une conséquence encore plus grave, c'est la majoration d'accidents de la route qui est multipliée par 5.
je pense que dans la communauté, les pays de la communauté européenne, on n'a pas le droit au permis de conduite si on a un SAS non appareillé, non traité. N'est-ce pas? Oui. Alors en fait, c'est un sujet compliqué parce que c'est pas. Normalement, on a obligation d'utiliser la préfecture un patient qui a atteint un SAS. Or, au niveau de la déontologie médicale, on n'a pas le droit de dénoncer un patient, donc personne ne le fait, en parfaite légalité, alors qu'on est en infraction par rapport à la loi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas de jurisprudence. Jamais un médecin n'a été jugé pour ne pas avoir dénoncé un patient. Vous avez un accident de route à cause de ça, c'est ce qu'il y a un problème. Et justement, il n'y a pas eu de cas de jurisprudence pour l'instant, mais on est censé, on est obligé depuis 2005, on est obligé de dénoncer. Alors, moi je fais systématiquement des arrêts de travail au même heure. Systématiquement. Je dénonce pas, et je fais un kiff. Je fais un arrêt de travail prolongé et je fais un test de maintien à l'éveil pour être sûr qu'avec une position. Mais les camionneurs, c'est particulier. On n'a pas de législation claire sur cette question. Les conducteurs de train, j'en vois pas. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Parce qu'en plus, alors les TGV, je sais qu'il y a des capteurs au niveau du manche. Et dès que le chauffeur relâche un peu la manche, parce que si tu dors, forcément tu lâches, mais le TGV s'arrête. C'est sécurisé. C'est-à-dire que le conducteur TGV est obligé de tenir la manche tant que le train roule. Et ça s'arrête quand il y a ça. Alors, dans les manifestations dures, je voudrais insister aussi sur les manifestations psychologiques. Surtout l'état d'irritabilité et la nervosité qui est fréquemment manifesté par le malade apnéique. Il y a aussi dans les formes plus sévères, le malade peut développer carrément un syndrome dépressif. Ce syndrome dépressif peut parfois prendre le devant de la scène, conduisant à la prescription d'un traitement inadapté, d'un traitement de dépression. Là aussi, avant d'aller au traitement antidépresseur, c'est important d'envisager l'hypothèse d'un SAS, parce que le traitement de SAS, le plus souvent, permet d'améliorer, sinon de contrôler concrètement ce problème de dépression secondaire. C'est une dépression secondaire au SAS, donc il faut traiter l'éthiologie et vous allez probablement améliorer l'état psychologique de votre patient. Alors je termine par une manifestation générique créneuse, ce sont les comportements automatiques. Alors bien sûr, ce sont des actes, disons, involontaires ou qui échappent un peu au contrôle et qui témoignent, disons, d'un manque de vigilance dure. Je donne un petit exemple. Moi, par exemple, je prends mon exemple, le matin, parfois après une garde agitée, et ça m'arrive parfois depuis quelque temps de faire une garde à l'hôpital, le matin, au lieu d'aller à la bibliothèque pour prendre mon petit café, je me trouve à la bibliothèque. Et en arrivant là-bas, je me demande qu'est-ce que je suis en train de fabriquer ici. Et finalement, je me rends compte, c'est la fatigue et le manque de concentration. Alors, ces troubles de comportement, pour nous, les personnes normales, entre parenthèses, ça arrive de temps en temps, ça peut nous arriver de temps en temps. Mais chez les malades apnéiques sévères, ça devient quotidien ou quasi quotidien. Et bien sûr, c'est un symptôme gênant et ça peut parfois devenir dangereux aussi bien pour le patient que pour son entourage. Tu vois la différence entre nous, ça marche et ça marche. Je me serais trouvé dans l'autre sens. Peut-être à la bibliothèque, je serais allé le voir. Ça dépend du contexte culturel. Un examen physique maintenant, là aussi vous allez trouver un monotype assez particulier. Vous allez trouver un CG obèse avec un index de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, ou bien quelqu'un qui présente tout simplement un petit excès de poids, c'est-à-dire un IMC compris entre 25 et 30 kg par mètre carré. De toute façon, qu'il s'agisse d'une obésité franche ou d'un excès de poids, cette surcharge pondérale se distingue par une répartition particulière. C'est une répartition centrale avec un panicule adipeux au niveau de la région abdominale, réalisant ce qu'on appelle une obésité de type androïde. Et cette obésité de type androïde constitue un facteur de risque majeur du syndrome d'apnée de sommeil. Une autre anomalie morphologique, là c'est caricatural, bien sûr, c'est pas trop proche de la réalité. C'est en fait la réalité de la région cervicale dans le périmètre épaulemental. Donc on a un cou à la fois court et épais qui constitue un indicateur de l'obésité
anomalies qui favorisent l'obstruction de l'oropharynx, notamment la macroglossie, l'hypertrophie de l'alliette qui apparaît l'ambiaton. Vous voyez ici l'alliette qui arrive jusqu'au bas. Il y a aussi le problème d'hypertrophie des cornets nasaux et parfois on peut trouver des dysmorphies crânio-faciales à type de rétrognatisme avec aubergette dentaire. Vous voyez donc, on a une enquête clinique vraiment très riche qui permet de collecter ou de repérer plusieurs anomalies et la combinaison de ces anomalies permet souvent d'évoquer facilement le diagnostic. Ceci dit, il faut savoir en contrepartie qu'aucune combinaison n'est spécifique, aucune combinaison n'a de valeur prédictive absolue. Donc, dans tous les cas, quel que soit le tableau clinique, aussi complet, aussi typique qu'il soit, il faut toujours argumenter le diagnostic par un examen spécifique. Et dans ce cadre, l'examen de référence est bien sûr la polysonographie, théoriquement parlant, bien sûr. Alors, le principe de la polysonographie, ça consiste à analyser de façon contenue pendant toute une nuit de sommeil 3 types de paramètres neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires. Alors, pour l'analyse du sommeil, on va réaliser l'électroencéphalogramme. Pour l'analyse du flux aérien nasobical, on va mettre en place une sonde nasobicale et celle-ci permettra d'avoir une courbe continue du flux aérien pendant toute la nuit. Alors, lorsque le patient respire, on a ce type de situation. Dès qu'il fait une apnée, le tracé de son. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est obstructif ou central, on va analyser les mouvements respiratoires thoraco-abdominaux et pour cela, on va mettre en place une sangle thoracique et une sangle abdominale. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va confronter le tracé du flux aérien avec celui des mouvements thoraciques et abdominaux. Ainsi, si dans l'apnée, il n'y a plus de mouvements thoraciques et abdominaux, c'est une apnée centrale. Dans le cas contraire, c'est une apnée de type obstructif. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, d'analyser la saturation et la fréquence cardiaque en utilisant un oxymètre de flux. Là, vous avez une vue générale de l'enregistrement polysonographique. C'est un modèle un peu ancien. On a maintenant des appareils beaucoup plus sophistiqués que ça. Et c'est la seule photo que j'ai trouvée sur net. Là, vous avez un exemple de tracé polysonographique avec les différents enregistrements. Bien sûr, c'est un enregistrement très complexe et c'est aux médecins spécialistes d'en faire la lecture et l'interprétation. Alors, finalement, au terme de l'interprétation, la polysonographie va nous permettre de confirmer le diagnostic du SAS, de préciser sa forme clinique, d'évaluer la sévérité et d'évaluer le retentissement sur la structure de sommeil. Donc là, on a pratiquement toutes les informations dont on a besoin et c'est pour ça que la polysonographie reste jusqu'à maintenant le gold standard pour le diagnostic positif et le diagnostic de sévérité. C'est l'examen de référence et aucun autre examen ne peut avoir la même rentabilité diagnostique. Mais bien sûr, l'accès à la polysonographie n'est pas aussi évident que ça. C'est un examen très complexe et coûteux qui n'est pas disponible. Et donc, pour pallier à cette complication, il a fallu trouver une autre alternative beaucoup plus simple, et cela que la polygraphie ventilatoire a fait son apparition. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a apporté de nouveau cette polygraphie? Le principe est le même, sauf que dans la polygraphie ventilatoire, on ne fait pas l'analyse de sommeil, parce que c'est l'analyse de sommeil qui fait toute la complexité de la polysonographie. Donc là, on va analyser uniquement la fréquence cardiaque, la saturation, le flux aérien et les états respiratoires. Et de cette façon-là, on a obtenu un appareillage beaucoup plus simple. C'est un appareil portable qu'on peut brancher même à domicile. Donc l'hospitalisation n'est pas vraiment obligatoire. Et puis le tracé est beaucoup plus simple. Ça, c'est l'ancien appareil Barias. Vous voyez que le tracé est beaucoup plus simple à lire et interpréter. Alors maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on va réaliser, la polygraphie ou la polysonographie? Là, je vous rapporte ce qui se passe sur le plan pratique indépendamment des recommandations. Sur le plan pratique, si on a un tableau évocateur de SAS, on commence par la polygraphie ventilatoire. Si ça confirme le diagnostic de SAS, tant mieux, on va traiter notre malade. Si la polygraphie ventilatoire revient négative, que vous avez une forte suspicion clinique du SAS, vous avez vraiment un très évocateur du SAS, bien sûr là, il faut discuter le complément d'exploration par la
sonographie. Voilà, j'ai commencé avec Descartes et je termine par Anthony Vergès qui disait « Priez, tout le monde ira avec vous, anglais, vous allez dormir tout seul ». Merci pour votre attention. Pour commencer, on va définir la ventilation non invasive comme une technique d'assistance ventilatoire, d'éléments ventilatoire sous la forme de pression positive, sans intubation trachéale ou trachéotomie. C'est une alternative à la ventilation mécanique classique par intubation trachéale. Elle s'applique à l'aide d'une interface externe permettant de relier l'appareil respiratoire de pression à une machine. Donc c'est une technique moins agressive et dangereuse que la méthode classique, d'où tout son intérêt. Alors je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc une machine qui est reliée par un circuit où il y a une interface ou un masque à l'appareil respiratoire du patient. Alors, pour comprendre un petit peu le mécanisme de la ventilation non invasive, on va faire un petit rappel physiologique. Vous connaissez tous qu'il y a deux phases respiratoires, donc l'inspiration et l'expiration. Donc l'inspiration, c'est la phase active de la respiration qui se fait essentiellement par contraction des muscles respiratoires inspiratoires, les muscles intercostaux et le diaphragme, ce qui va donner, donc engendrer une dilatation de la cage thoracique. Cette dilatation donc, va permettre une entrée de l'air de l'atmosphère vers le thorax, une entrée de l'air inspiré. Par contre, l'expiration, elle est passive, elle se fait juste par relâchement des muscles respiratoires inspiratoires. Donc il y aura une contraction de la cage thoracique qui va permettre de chasser l'air du thorax, donc l'air expiré du thorax vers l'extérieur. Alors, donc il n'y a pas que le mécanisme en fait que la respiration mécanique qui explique un petit peu la physiologie respiratoire. La respiration elle est aussi basée sur des principes de pression et vous voyez ici que donc, à la phase de repos, donc j'ai pris la fin de respiration qui est la phase donc, de repos qui correspond à la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc là, la pression alvéolaire, elle est nulle, elle est égale à la pression atmosphérique. Donc évidemment, les deux pressions, elles sont égales, donc il n'y a pas de mouvement d'air, il n'y a pas de gradient de pression, donc on est hors en équilibre, il n'y a pas de passage d'air de part ou d'autre du thorax. Après la phase de repos, la phase d'expiration, donc l'organisme va se préparer à la phase suivante, qui est l'inspiration. Donc comment ça se passe? En fait, comme j'ai déjà expliqué, il y aura une contraction des muscles inspiratoires qui va engendrer une dépression, donc une pression alvéolaire négative et donc évidemment ce gradient de pression entre une pression négative alvéolaire et une pression nulle atmosphérique donc, va faire qu'il y ait un flux donc, de l'air de l'atmosphère vers le thorax et donc le début de l'inspiration. Alors l'aspiration, ça va se poursuivre après jusqu'à ce que la pression alvéolaire rejoigne de nouveau la pression atmosphérique et on est de nouveau à une phase d'équilibre. C'est la fin de l'aspiration où il n'y a pas de mouvement aérien. Après cette phase, on va entamer la phase expiratoire. Donc le relâchement des muscles inspiratoires va créer une pression positive alvéolaire, laquelle va engendrer un flux de l'air des alvéoles vers le thorax et donc le début de l'expiration. Donc c'est un petit rappel physiologique qui va nous aider après à comprendre un petit peu les mécanismes de la BNI. Alors c'est quoi la BNI? C'est quoi son apport? En fait la BNI c'est une insufflation thoracique par une pression positive. En fait, comme vous avez déjà vu, la ventilation, ça nécessite des muscles respiratoires. Donc les muscles respiratoires inspiratoires subir une contraction pour créer une dépression, comme j'ai déjà dit, pour favoriser le passage de l'air. Chez les sujets insuffisants respiratoires, ces muscles ils sont défaillants, ils sont épuisés, ils sont en fatigue musculaire. Donc cette capacité de contraction, elle sera moindre. Donc l'apport de la BNI ici, c'est d'engendrer, donc c'est d'inverser le régime de pression et d'engendrer une pression positive plutôt de l'extérieur qui va forcer donc l'inspiration et va pouvoir
de l'air, l'air va passer donc de l'extérieur vers l'intérieur et donc l'inspiration va pouvoir commencer. Alors pour capituler, quel que soit le mode de ventilation, pour qu'il y ait un volume de mélange réseau-pénètre dans les voies aériennes, comme j'ai déjà dit, pour ne pas créer une surpression, c'est la ventilation en pression positive. Donc la ventilation mécanique, c'est un régime de pression qui est plutôt inversé, c'est une pression positive. Le respirateur va insuffler des gaz dans les voies aériennes, c'est ce qu'on appelle la pression positive d'insufflation. Donc vous voyez ici, pour la respiration spontanée, donc les pressions sont négatives à l'inspiration, positives à l'expiration, alors qu'au cours de la ventilation mécanique, la pression elle est toujours positive, quelle que soit la phase respiratoire. Alors un autre paramètre aussi important à savoir, c'est la pression expiratoire positive extrinsèque, c'est un paramètre important à régler aussi dans la BNI. En fait, il a été mis en évidence dans des pathologies respiratoires, notamment les pathologies avec limitation du débit aérien, le syndrome obstructif, ou au cours de pathologies qu'on peut appeler ou de tremblement alvéolaire. Donc en fait, cette pression expiratoire positive intrinsèque, vous voyez ici, donc à la fin de l'expiration normale, donc à l'équilibre, la pression alvéolaire, elle doit être égale à 0, égale à la pression atmosphérique. Quand il y a une pathologie obstructive par augmentation des résistances bronchiques et par une limitation du débit aérien, il y aura une pression plutôt positive à la fin de l'expiration à l'intérieur des alvéoles. Donc il y aura un gradient de pression alvéolaire. Donc c'est en fait un effort supplémentaire que doit fournir le patient pour essayer donc, de contrecarrer cette pression positive pour pouvoir initier son cycle respiratoire. Donc là, vous voyez un petit peu l'exemple d'un patient bronchopathe. Si on suppose une pression expiratoire positive intrinsèque à 8 chez cet insuffisant respiratoire, donc vous allez, donc il faudrait un effort de moins 8 pour pouvoir initier l'inspiration. Si on ajoute une pression expiratoire positive extrinsèque via une ventilation mécanique, vous allez voir que ça va aider énormément le patient. Donc on va passer d'un effort estimé à peu près à -8 à un effort à -3. Donc c'est quand même plus facile pour le patient. Alors, en récapitulation, donc vous avez bien vu que la ventilation non invasive, elle peut remplacer les muscles, elle vient remplacer les muscles respiratoires et donc on assistera à une diminution du travail respiratoire. Comme ça, on évite la survenue d'épuisement et en tout, donc ça améliore considérablement la ventilation alvéolaire. Ça va retentir aussi bien sur la clinique que sur le plan gazométrique. Sur la clinique, une augmentation du volume courant, une diminution de la fréquence respiratoire. Et sur la gazométrie, il y aura une diminution de la PaCO2 et une augmentation de la PaO2. Donc c'est l'amélioration de la ventilation alvéolaire. Alors, à quoi ressemble la BNI sur le plan pratique? C'est un peu ça. Donc c'est un respirateur. Donc il y a en fait plusieurs modèles qui est donc relié par un circuit, par une interface à l'appareil respiratoire du patient. Alors, en fait, l'interface est un déterminant majeur pour la réussite de la BNI. Elle est disponible en plusieurs tailles et modèles. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de qualité pour optimiser l'interface de la BNI. Il faut que ça soit étanche pour garantir un niveau de pression efficace. Donc, pour limiter au maximum une fuite. Il faut que ce soit confortable. Il faut que l'espacement soit le plus faible possible pour limiter les efforts respiratoires supplémentaires. Le masque doit être léger, de mise en place et de retrait facile. Et surtout aussi, il faut qu'il y ait des systèmes de sécurité pour le retrait aisé en cas d'urgence. Alors, deux catégories de masques, les masques avec fuite intentionnelle et les masques sans fuite. Généralement, les masques avec fuite, quand il y a un code universel, c'est des masques incolores. Ceux sans fuite intentionnelle sont plutôt des masques bleus. Plusieurs types d'interfaces. Donc, le masque facial, le masque nasal, d'autres types, l'embobutal, le casque helmet, le masque de pompier, le masque facial total. Je reviens alors sur les deux types les plus répandus, le masque nasal et le masque facial.
Donc le masque facial, c'est bien ça, c'est un masque naso-buccal qui épouse donc la forme du nez et la bouche. Alors l'avantage principal, c'est surtout une limitation des fuites, il n'y a pas beaucoup de fuites, donc évidemment une meilleure efficacité ventilatoire, une possibilité de niveau de pression élevé. La ventilation buccale, elle est possible, et dans ce cas, la coopération du patient, elle est moins importante par rapport à un masque nasal. Par ailleurs, il y a quand même quelques inconvénients à citer. Les appuis sont importants, donc douleur, rougeur, lésions cutanées, irritation oculaire. L'espacement est plus important que pour le masque nasal et il y a un risque d'inhalation si vomissement. Le masque nasal, c'est un peu ça. Donc, il épouse la forme du nez, la bouche elle est libre. Donc il est de faible poids, donc il est meilleur confort, meilleure tolérance, espacement faible, possibilité de parler, de boire, d'expectorer, claustrophobie réduite. Par contre, il y a quand même pas mal de fuites, il y a des lésions cutanées même si elles sont réduites, et il y a la nécessité de respirer bien sûr bouche fermée pour limiter au maximum les fuites et donc limiter l'hypoventilation. Alors, pour récapituler, les masques, en fait, ça diffère si on les utilise en chronique ou en situation aiguë. En chronique, généralement, il y a en première intention, on préfère plutôt le masque nasal, qui est le mieux toléré avec une efficacité comparable. En aigu, devant la nécessité de limiter les fuites, qui sont quand même un facteur indépendant d'efficacité de la ventilation, on préfère plutôt le masque facial en première intention. Alors les circuits, en fait, il y a deux types principaux de circuits, le circuit double branche et le circuit unibranche. Le double branche, comme vous voyez ici, c'est deux branches, une branche inspiratoire et une branche expiratoire, qui sont reliées par une pièce en Y au niveau de l'interface, et il y a une valve expiratoire qui permet de chiffrer les volumes expiratoires. C'est une interface donc sans fuite intentionnelle, et ce type de circuit il est plutôt utilisé en milieu de réanimation. Le circuit monobranche qui est plus simple, donc c'est une seule branche, et par contre ici il faut que le masque soit avec fuite intentionnelle pour permettre la vidange du gaz expiré. Alors les modes ventilatoires, donc, comme j'ai déjà dit, c'est des modes ventilatoires avec une pression positive d'insufflation. Alors, deux modes principaux, c'est le mode volumétrique et le mode barométrique. Le mode barométrique, c'est généralement des modes à 1 ou à 2 niveaux de pression. On parle de PEP ou de CEPAP, c'est à un seul niveau de pression. Et lorsque on est à 2 niveaux de pression, c'est la PEP ou l'aide inspiratoire. Alors, le mode volumétrique, c'est le mode de ventilation le plus simple et le plus ancien. Alors ici, on insuffle du gaz jusqu'à l'obtention d'un volume déterminé sans contrôle direct de la pression. Donc c'est le volume courant qui est la consigne de base, qui est le paramètre à régler en première intention. Il y aura quand même d'autres paramètres prédéterminés à régler, comme la fréquence respiratoire, le rapport ICFE, le débit, le trigger, la PEP, et les pressions des voies aériennes, en fait, dans ce mode, elles ne sont pas contrôlées, elles sont variables. Donc vous voyez ici. Donc le volume, il est prédéterminé, donc on fixe un volume courant constant et les pressions, elles vont varier en fonction de ce volume. Alors les avantages, le volume courant il est constant, il est bien contrôlé, donc le volume minute assuré il est stable, il y a une constance du lavage de l'air alvéolaire, donc la gazométrie elle sera stable et il y aura une maîtrise plus facile de la PaCO2. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que les pressions, elles varient en fonction des résistances, de la concurrence pulmonaire, des mouvements et de la position du patient. Donc il y a quand même un risque pas négligeable de barotraumatisme et d'augmentation des effets cardiovasculaires. Concernant la ventilation barométrique, plutôt ici, on insuffle du gaz jusqu'à l'obtention d'une pression déterminée sans contrôle direct du volume courant. Donc la pression là, elle est constante et bien contrôlée. Donc évidemment, à l'inverse de la ventilation volumétrique, il y aura moins de risque de barotraumatisme et donc d'évolution des effets cardiovasculaires. Et l'inconvénient, c'est aussi les volumes courants qui sont variables en fonction des résistances
de la confluence et des mouvements et la position du patient. Alors, pour le mode barométrique, il y a donc 3 modes. Le premier, c'est la ventilation spontanée en pression positive. C'est ce qu'on appelle aussi la CPAP. En fait, c'est la pression aspiratoire positive, CPAP, positive air restriction. C'est le maintien dans les voies aériennes d'une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique en fin d'expiration. Donc, le patient ici, ce n'est pas vraiment une ventilation proprement dite, c'est une aide à la ventilation. Le patient il maîtrise à la fois la fréquence, la durée des temps aspiratoires, mais également les volumes courants qu'il prend à chaque cycle. Alors, les indications essentielles de la CPAP, c'est toutes les situations d'hypoxie nécessitant une augmentation des pressions alvéolaires, notamment l'OAP cardiogénique, la prévention des euthanasie post-opératoires, la hypoxie. Deuxième sous-mode, c'est la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. L'aide inspiratoire, c'est une modalité toujours en pression qui est délivrée suite à un appel inspiratoire du malade. Donc, après détection d'un appel, c'est ce qu'on appelle le trigger, le ventilateur va générer et maintenir une pression d'aide dans les voies aériennes du patient. Plus cette pression est grande, plus le volume courant résultant est important. À la fin de chaque aspiration spontanée, l'aide en pression s'arrête lorsque le débit instantané chute ou lorsque la pression dans les voies aériennes augmente. Donc ici, c'est la pression inspiratoire qui est le paramètre pré-réglé. Donc vous voyez ici l'inspiration, l'expiration. Et puis donc le paramètre ici prédéterminé, c'est la pression inspiratoire, c'est la BiPAP, comme la ventilation spontanée en aide inspiratoire, donc c'est un mode barométrique, sauf que c'est un niveau, c'est à 2 niveaux de pression. Donc ici l'aide inspiratoire, donc il faut prédéfinir un niveau de pression inspiratoire et un niveau de pression expiratoire. Et l'aide inspiratoire, c'est bien la différence entre les 2 niveaux. Vous voyez ici. Donc, en bleu, c'est la pression expiratoire positive. Là, en vert, c'est la pression inspiratoire. Et la différence entre ces 2 niveaux de pression définit l'aide inspiratoire. Alors, comment se fait le réglage de la VNI? Il faut commencer quand même par des types de pression d'aide inspiratoire, généralement au début de 6 à 8 cm d'eau, avec une augmentation progressive à peu près de palier à 2 cm. Le but, c'est d'obtenir le meilleur compromis entre l'importance des fuites et l'efficacité de l'assistance ventilatoire. Le volume courant expiré cible sera autour de 6 ml par kilo. Le niveau de PEP le plus souvent utilisé se situe entre 4 et 10 cm d'eau, selon l'indication de la BMI. Et une pression inspiratoire totale dépassant 20 cm d'eau expose à un risque accru d'insuffisance d'air dans l'estomac et aux fuites. Critères d'efficacité, donc le patient, c'est facile à deviner, le patient se laisse prendre en charge par la machine, il est adapté, il y a une diminution des signes de lutte, on entend un bruit franc de chasse expiratoire au niveau de la valve, il y a une augmentation de la saturation d'oxygène, et bref, donc le patient dit qu'il respire mieux. Alors, les effets indésirables de la VNI peuvent être soit liés à l'interface, soit liés au début. Généralement, à l'interface, c'est la qualité du masque, le type du masque, donc l'érythème, l'ulcération cutanée, les allergies cutanées, des fuites. Les effets liés au début ou à la pression, c'est surtout la sécheresse des voies aériennes supérieures, une distension gastro-intestinale, parfois des chocs barométriques à type 2 de thorax peuvent être aussi. Alors, on arrive aux indications de la BNI. Donc, les indications sont soit en aigu, soit en chronique à domicile. En aigu, donc, il y a des indications qui sont actuellement certaines, où il y a des consensus là-dessus. Les décompensations de BPCO, les l'OAP cardiogénique. Donc, ça, l'indication, elle est certaine. Pour des pH inférieurs à 7,35, et là, c'est en ventilation spontanée avec l'aide respiratoire. En plus, il y a une détresse respiratoire, une épilepsie ou un échec au traitement médical, la BNI peut être indiquée.
D'autres indications ne sont pas certaines, mais comme elles sont probables, et la BNI peut avoir aussi son indication. Les RH et les immunodéprimés, le sévrage de la ventilation invasive, ventilation chez les PPCO, les décompensations d'insuffisance respiratoire chronique restrictive, le traumatisme thoracique isolé, donc bref, dès qu'une PaCO2 est supérieure à 45, quelle que soit la pathologie, on peut discuter la BNI. Donc, quand est-ce que la BNI elle est indiquée à domicile chez le patient bronchopathe chronique? Donc, il y a des critères cliniques et des critères gasométriques à rechercher. Il faut que la PPCO soit déjà à un stade avancé, stade d'oxygène d'OFD, pour indiquer la BNI, stable, c'est-à-dire un pH supérieur à 7,35. Le traitement conventionnel doit être optimal. Il faut rechercher des signes d'hypoventilation alvéolaire, des céphalées à domicile. Donc c'est pour des patients qui ont une hypercapnie supérieure à 45 mm/mercure. Il faut rechercher aussi d'autres critères associés comme des symptômes d'hypoventilation alvéolaire nocturne. Là aussi associé à une désaturation nocturne mais qui est inférieure à 88%, constatée pendant au moins 5 minutes de façon continue, ou plus de 5% du temps inférieur à 90%, ou une capacité vitale inférieure à 50% de la théorie. Alors enfin, les contre-indications de la BNI, aussi bien en aigu ou en chronique, il faut rechercher, avant d'entamer une ventilation non invasive, s'il y a une contre-indication. Évidemment, si l'environnement est inadapté, l'expertise insuffisante de l'équipe, on ne peut pas la faire. Le patient est non coopérant, agité ou opposant à la technique. Si l'intubation elle est imminente, si le patient elle est en coma, s'il est en épuisement respiratoire, s'il y a un état de choc, des troubles du rythme, un sepsis sévère, immédiatement après un arrêt cardio-respiratoire, un pneumothorax non drainé ou une plaie thoracique soufflante, une obstruction des voies aériennes supérieures, des vomissements incorrectibles, une hémorragie digestive haute, un traumatisme crânio-facial grave, etc. En chronique, il faut surtout voir, donc peser le pour et le contre, voir s'il y a un bénéfice au long cours qui est attendu. Si le patient refuse la prise en charge, donc, on ne peut pas l'obliger à pratiquer la BNI, et bien sûr s'il n'a pas de congé d'invalidité, la durée du séjour en réanimation et l'hospitalisation. L'emploi de cette technique grâce à la performance des équipes et à l'utilisation d'un panel élargi d'interface permettant un meilleur confort et tolérance pour le patient reste un sujet qui permettra son évolution. La BNI a ses limites, il faut savoir s'arrêter si cela ne fonctionne pas et ne pas retarder la prise en charge de l'IRA par une intubation.